Je suis Quintus, pêcheur devant l'éternel et plongeur dans l'infini. Je suis engagé depuis 2018 pour parler de ce qui se passe au large. Ambassadeur des océans à corps perdu, je partage avec toi les richesses et les récits précieux que je continue de découvrir et qui peuvent t'inspirer pour sortir d'une vie en blues. Je suis très heureux de t'accueillir pour cet épisode Sous la surface, la série de portraits qui propose d'ouvrir ton esprit sans fracturer ton âme à la profondeur de l'univers iodé. Dans ce format, on part à la rencontre d'une personne que l'océan inspire et dont le parcours personnel peut faire écho à ce qui te fait vibrer dans ta vie ou encore à ce qu'il te manque pour y arriver. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de lever ton pouce. C'est un signal précieux pour savoir si ce contenu te plaît. Ça m'encourage à faire plus de vidéos et cela peut motiver d'autres invités à participer. Bon épisode à toi. Bienvenue sous la surface. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'emmener à la rencontre de Frédéric Tardieu. Un personnage unique en son genre. Pourquoi ? Il est passé de l'immobilier à Marseille à la restauration de corail dans les Philippines. Depuis 2011, il donne un nouveau sens à sa vie pour se reconnecter à la nature, à son lien avec les océans, mais aussi à son besoin d'aider la communauté. Une personnalité de caractère et attachante, devenue une des références mondiales dans le domaine de la restauration de corail et de l'environnement marin en général. Je suis donc particulièrement heureux de le recevoir et de partager cette rencontre avec toi. Je suis très heureux de te recevoir, Frédéric, dans cet épisode qui me tenait à cœur. L'idée, c'est d'aborder un petit peu tout ton parcours, de faire ton portrait par rapport à ce que tu as fait. Frédéric, tu sais que, ou en tout cas si tu le sais pas, tu fais partie de ces personnes qui, moi, m'ont fasciné dès le début quand j'ai créé Ambassade des Océans, parce que c'est un parcours atypique. Non seulement j'ai eu la chance de faire de préparer un interview avec toi à l'époque quand je faisais des articles écrits, j'ai eu le plaisir de réécouter notre enregistrement qui avait duré 1h47. Je ne serais pas surpris qu'on fasse aussi longtemps aujourd'hui parce que tu as énormément de choses à dire et qu'en plus j'ai énormément de questions. Donc si on n'arrive pas à tout faire aujourd'hui par limite de temps, on le fera en plusieurs séquences, on fera en plusieurs séries d'interviews, pourquoi pas. Mais déjà, je voulais savoir, Frédéric, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de toi ? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de toi pour comprendre qui tu es ? Écoute, un pseudo-aventurier. Ouais, je me classifierais là-dedans. Marseillais, 70 balais, ça sera l'année de mes 70 ans. 15 ans qu'on a décidé de changer de vie, 15 ans qu'on est sur Pangatalan Island, l'île de Palawan, réserve biosphère UNESCO, au milieu des Philippines. Ok. Donc c'est comme ça que tu te définis. C'est intéressant parce que alors ça te caractérise et c'est paradoxal parce qu'en réalité, pour ceux qui te connaissent pas, tu viens de Marseille et tu viens du milieu de l'immobilier où tu as franchement réussi et tu es donc porteur depuis 2011 d'un projet qui vient de nulle part, qui est parti de zéro et qui est aussi une grande réussite. Et pourtant, quand tu te présentes, c'est marqueur d'une grande humilité. Tu ne détailles pas tout ça, tu ne te caractérises pas par tout ça, alors que derrière, tu as une histoire quand même super riche, tu as connu des situations super, beaucoup d'épreuves, des difficultés, Ouais. des obstacles, encore aujourd'hui, on va en reparler. Euh, où je te sens quand même comme quelqu'un, tu as 60 et quelques années, pour pas rentrer dans le détail, tu as vachement d'expérience et tu te présentes d'une manière hyper simple. Ça vient d'où cette simplicité, cette humilité ? Vivre sur une île où tu es seul, c'est une thérapie. Et en fin de compte, tu simplifies ta vie, surtout en fin de parcours. Tu vas à l'essentiel, tu retrouves de l'empathie et tu te rends compte que l'étalage ne sert absolument à rien. Oui, j'ai eu une vie décousue, une vie simple, puisque pas d'école. J'ai fait 36 métiers, soudeur, coiffeur, agent immobilier, marchand de biens. Euh, et puis cette aventure-là, c'est certainement l'aventure la plus incongrue de ma vie, puisqu'on ne l'avait pas décidé, on l'a subi au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des opportunités.
mais ça t'apporte de la sagesse de vivre loin du monde. Et puis tu te rends compte que le bling-bling, le blabla, ça sert à rien. Je pense que c'est ce que tu es capable de faire, ce que tu es pas capable de donner, ce que tu es capable de communiquer, puisque ton expérience, il faut quand même qu'elle serve à quelque chose. Autrement, ça sert à rien. Mais moi, j'appelle ça le passage d'une vie, le dernier terme, la dernière étape. La dernière étape. Donc tu considères que tu es sur une dernière étape. Tu sais, quand tu arrives à 70 balais, tu as des paramètres qui guident le reste de ta vie. C'est tu as envie, mais est-ce que tu vas être capable de tenir le rythme? Puisqu'aujourd'hui, moi, je me revois, comme je l'ai dit dans le dernier poste, la tente sur la plage, le premier arbre, le premier récif artificiel, le premier coraux, le premier bout de corail bouturé, la première AMP. Mais tout ça, c'est, tu te rappelles de tout. Mais bien sûr que j'ai envie de changer, j'ai envie de créer un fonds de dotation, mais est-ce que je serai encore capable de le faire? Donc, je pense que je vais assurer encore pendant 10 ans. Et après, quand tu montes sur scène à 80 balais, je ne m'appelle pas Attenborough, j'ai pas j'ai pas ce background, si tu préfères. Je reste un simple humain qui a essayé de faire quelque chose pour l'océan parce que je suis un passionné de la mer, je suis un passionné de chasse sous-marine, je suis un passionné de tout ça. Mais oui, je suis dans le dernier shot. Mais par contre, j'ai une équipe de 36 personnes et j'ai des leaders là-dedans. Et c'est vraiment le passage de relais. Ok. Ça sera ma dernière course. C'est Ah, ça qu'il faut réussir dans la vie. C'est le dernier starting block. ok. Euh, donc là encore, c'est empreint de beaucoup de sagesse. Alors évidemment, tu as connu le succès, tu as connu l'abondance, tu as connu la réussite entrepreneuriale. Quand tu parles de ce côté bling-bling matériel, de se détacher de tout ça, j'imagine que tu as vécu ce genre de choses-là, que tu as rencontré des personnes qui vivaient ce genre de choses-là, et que est-ce que c'est m'avancer que de dire que tu te reconnais pas dans ça? Bah, tu sais, quand tu es. Les objectifs de la vie aujourd'hui, c'est réussir ta vie pour tout le monde, c'est réussir une maison, une belle voiture, du pognon. Mais quand justement, après ces achats de bling bling, ben, on a acheté un jour un confetti délabré. Et le fait de vivre là-dessus, ben, tu te rends compte que tu te détaches de tout. Ça a servi à quoi? Ben, ça a servi à l'instant T, tu étais heureux, tu en as fait profiter ta famille, tu l'as montré, tu l'as exhibé, tu voulais toujours faire plus de pognon. Et, mais ça, tu peux en parler que quand, pour tout le monde, de toute façon, je pense, j'espère que tout le monde, un jour, aura cette lucidité du passage en te disant à quoi j'ai servi et à quoi ça a servi. Ok, ok. On Alors on n'est justement, jamais que on n'est jamais que des comètes sur Terre. La Terre, elle s'est faite avant nous, les éléments étaient là avant nous, ils le seront après nous, différemment, ils le seront dans des centaines d'années encore différents. Et toi, tu n'as pas su. La leçon de la vie, c'est que tu n'as pas su. Voilà, tu n'as pas su. Donc tu cours, tu montes à l'échelle le plus haut possible pour essayer de tenir en équilibre. euh, donc là c'est intéressant, tu es en mode bilan. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment on passe justement de l'immobilier au passage à l'acte d'acheter une île et au passage à l'acte de restaurer l'île et de restaurer l'environnement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour ce double passage à l'acte? Bah, quand tu te remets dans le contexte des années 2010, euh, les îles n'avaient pas la valeur qu'elles l'ont aujourd'hui, surtout dans ces pays d'Asie. Personne ne voulait des îles, elles étaient un peu à l'abandon. Donc acheter une île à l'époque, l'investissement était ridicule. Donc dans le côté bling bling, tu rajoutes pas une montre, tu rajoutes une île. Ouais, j'ai une île. Alors c'est vrai que c'était ma femme avait envie d'un territoire, on cherchait quelque chose. Alors dans la mesure où l'investissement n'était pas si énorme, euh, ça ou une nouvelle voiture, pour moi, ça a été exactement la même chose. Et, et tu te piques au jeu. Tu te piques au jeu de
Moi, tu sais, j'ai eu une enfance simple dans un village, tout petit, dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Marseille. J'ai toujours été, à la pêche, à la chasse, attraper les écureuils, attraper les pies. Donc, me remettre, m'inclure dans un territoire n'a pas été un problème et ça a été un défi. C'est-à-dire que tu as ress j'ai retrouvé mes racines dans cette île. Même si elles sont à 12 000 kilomètres de là où j'habitais, tu retrouves quelque chose où tu as les 2 pieds dans la terre, tu entends les oiseaux, tu as des arbres autour de toi et tu te dis: «Ça peut pas rester comme ça». Parce que, c'est la chose indéfectible et tu te rends compte, c'est le grand avantage. Moi, j'estime que même si tu as été une enfance, heu, dure dans un petit village, mais ça te donne les bases de l'équilibre d'une vie. Je parle les mots que j'emploie ne valent que pour moi, c'est mes propres mots, je ne peux pas les attribuer à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai vécu, c'est mon ressenti et je me dis même si parce que j'ai pas eu une enfance, joyeuse avec, une famille assez compliquée, heu, pas de vélo, pas de mobylette, bon, c'est pas de cadeaux quand tu réussis bien à l'école. Donc c'était un démerde-toi tout seul, toujours. Et cette île, en fin de compte, elle m'a basculé, elle m'a rappelé tout ce que j'avais eu et tout ce que j'avais vécu étant jeune. Et je me suis passionné. Je me suis dit, c'est là ou jamais. En fin de compte, il y a eu un appel de la nature. Moi, je mets comme un appel. C'est une sensibilité, quelque chose, un territoire où tu te dis, tu peux être acteur, même si ça reste un confetti et qu'on n'en fasse rien, parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait en faire. Mais il fallait replanter des arbres, il fallait trouver de l'eau, il fallait installer de l'énergie, il fallait tout ça. Et voilà, voilà le cheminement global d'un changement de vie. Ok. Et une fois arrivé sur place, alors tu as lancé ton activité en 2011 de la Fondation Souloupaï. Euh, donc, comment cette prise d'action, parce qu'au départ, tu as voulu restaurer ton île, tu as voulu la réhabiliter, tu as construit une maison autosuffisante avec émission zéro carbone. Donc, c'est quelque chose de très terre à terre. Et puis, ensuite, progressivement, tu es parti du centre de l'île vers l'extérieur. Tu as réaménagé, tu as replanté des arbres, tu as remis en place euh, une structure autosuffisante, donc j'imagine agricole, et ensuite tu as Mhm. débordé sur la côte, sur les bords de l'île, pour ensuite t'étendre jusque sous la surface. Euh, Exactement. mais donc progressivement, alors j'imagine bien, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu retiens, quelle est la force que tu as appris quand tu étais entrepreneur, que tu retiens et que tu as pu appliquer dans ce projet. Parce que paraît-il, la vie nous prépare séquence par séquence justement pour l'étape d'après. Et, euh, j'ai l'impression que, en tout cas, je me pose la question, comment ton background dans l'immobilier t'a permis d'avancer vers ce chemin-là. Et ensuite, la question, c'est comment tu t'es confronté aux choses pour lesquelles tu n'étais pas préparé d'un point de vue scientifique, pratique, connaissance, etc., etc. Bah écoute, moi j'ai toujours eu l'impression, depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure avec mon épouse, c'est on a une Ferrari, on est sur l'autoroute et tous les feux passent au vert. Et en fin de compte, plus tu avances, plus ça passe au vert. Alors, est-ce que c'est notre capacité à communiquer, à donner, puisque on est italien, on est sicilien, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui débarquait sur l'île, c'était viens boire, manger. Voilà, c'était. Puis tu te sens seul sur une île, quoi qu'il en soit, il ne faut pas déconner. Tu es toujours heureux qu'il y ait un bateau, il y a quelqu'un qui débarque. Mais le parcours de vie, je suis très caisse à outils, je suis assez manuel. Parce que c'était le système de démerde. J'ai appris la soudure quand j'avais 14 ans, après je suis devenu coiffeur. Donc rien ne m'a fait peur là-dedans. La seule chose que je ne comprenais pas, puisque en étant chasseur sous-marin, tu es un prédateur, même à faible niveau, tu restes un prédateur et j'avais pas conscience de ce qui se passait sous l'eau, de cette dégradation. Je la voyais pas, je la comprenais pas, j'ai jamais été alerté par rapport à ça. Oui, la disparition de poissons, c'était flagrant, mais c'était le seul indicateur que j'avais dans ma pauvre tête de prédateur. Alors une fois qu'on a fini, l'île, l'eau, l'électricité, les plantations, 75 000 arbres, 75 000 sujets, heu et un jour,
il y a quelqu'un qui vient me voir d'un centre de plongée que je connaissais, avec qui j'avais filmé j'avais eu des affinités un soir à El Nido, là où ma fille avait un petit restaurant, un petit bar de plage. Et il m'a dit: «Écoute, j'ai un jeune marine biologiste qui est là et qui Thomas, il a un background enfin, d'après lui, il avait, un master en restauration écologique, mais il s'emmerdait, il allait rentrer en France, heu, bon, j'emploie les mots, un peu vulgaires, mais bon, ça, c'est mon côté marseillais, puis je pense que ça offusque plus, dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Et je dis à Thomas: «Écoute, viens sur l'île et viens voir si ça peut t'intéresser». Thomas vient sur l'île, je me rappelle très bien de son premier jour. En plus, on est en bateau, il vient avec un copain et on a un double arc-en-ciel ce jour-là. Tu vois? J'en ai jamais vu de ma vie, c'était le premier double arc-en-ciel. Bon, j'ai dit: «Oh, c'est rigolo». Donc Thomas vient sur l'île, fait le tour de l'île pendant 2 jours, il dit rien, il regarde et il me dit: «Mais ce que tu as pas compris, c'est qu'en fin de compte, tu as un diamant dans les mains». On estime qu'il existe 15 écosystèmes, heu, terrestres marins et il m'a dit: «Tu en as au moins 13 sur l'île». Bon, moi, je comprenais pas ce qu'il me disait honnêtement. Écosystème, déjà le mot, c'est quoi un écosystème? Je savais pas ce que c'est. Bon, grosso modo, Thomas, il me dit, «Le jeu, j'ai envie de jouer aux cartes». Et j'ai dit: «Bah, écoute, si ça te tente, on fait une belle partie ensemble». Donc on commence à délirer sur les possibilités, quoi faire et on se pique au vif et en fin de compte, ça va être mon premier professeur. Ça va être un jeune qui a Thomas, il a au moins 25 ans de moins que moi et ça va être mon instructeur, ça va être mon mentor, localement, là. Et il va me parler de tout. Il va me parler de tout ce qu'il a pu apprendre dans son master. Il va me décrire ce qu'il y a dans la mer au niveau scientifique. Alors moi, je bois ses paroles parce que je n'ai aucune connaissance et on enchaîne sur, Laurent Balesta, Andromède, où il avait fait son stage de master. Il me parle de tout un tas de trucs, donc je n'en av c'était à des années-lumière, moi, ça m'intéressait pas, ça me j'étais pas connecté à ça, mais je me pique au jeu immédiatement, en me disant: «Si je peux réaliser quelque chose». Tu sais quand on te dit: «Tu as un beau stylo, tu as un bloc-neuf, mais vas-y, qu'est-ce que dessine, écris, fais n'importe quoi. Tu es capable de faire un griffouillage». Et le premier griffouillage dans la mer, ben, on a commencé à l'élaborer ensemble avec ce petit récif artificiel, puisqu'il me dit, «Le corail, c'est quand même l'emblème» et voilà comment on je suis tombé dans la je suis tombé dans la bassine. Ouais, c'est Thomas Pavie, tu m'en as parlé, à plusieurs reprises. Je sais que c'est une de tes références. C'est, parmi les rencontres comme ça qui peuvent intervenir dans la vie, quelqu'un qui va, te t'ouvrir les chakras, pour reprendre l'expression, qui va t'enlever les œillères et ou qui va t'inspirer à aller dans une direction. C'est toujours surprenant de voir un aîné se faire embarquer par un plus jeune, parce qu'on a souvent l'impression que le mentorat, c'est l'inverse. C'est Bien d'au-dessus. Ouais. voilà et je trouve que c'est pas si Rassure-toi, je les ai rencontrés après, hein. ouais, Les mammouths, je les ai rencontrés après. ouais, ouais, mais c'est, Et il est là et aujourd'hui, il est là, il est sur l'île aujourd'hui. Un des mammouths de l'origine est sur l'île. Il vient d'arriver ici. et mais du coup, Fabrice Bernard, le directeur international du Conservatoire du littoral. ouais, ça fait partie des choses que je vais te demander, par la suite, mais, ça fait partie de tes rencontres décisives, Thomas Pavie. Donc tu te laisses embarquer directement sur quelque chose pour lequel tu as pas de prise et tu décides de, finalement, lui donner carte blanche. Hem, Moi, j'avais envie de te demander justement, par rapport à ce sentiment de légitimité, on en a déjà parlé, hein, parce qu'aujourd'hui, la légitimité, elle est plus que plus que reconnue en réalité parce que en 15 ans, tu as fait une démonstration justement d'innovation, de prise d'initiative et cetera. Et quand on part de zéro, c'est, c'est un peu un blocage et du coup, est-ce que toi, tu as ressenti ce problème de blocage dans la légitimité de mener une action comme ça environnementale?
Ou est-ce que tu t'es dit: «Bah, en fait, non, je suis tout simplement, Thomas parce que je trouve que ça fait du sens, parce que je trouve que ce qu'il fait, et ce qu'il me présente, ben, ça connecte parce que moi j'y connais rien et que je m'en remets entièrement à lui?» Ou alors est-ce que tu as senti, tu as une sensation, tu as une inspiration et tu as une sorte de d'intelligence intérieure qui t'a dit: «C'est exactement là où il faut aller»? Comment tu te situes par rapport à ça? Entre instinct, prise de décision, sagesse et finalement lâcher prise? Bah, en fait, Thomas m'a expliqué les pour et les contre qui existent aujourd'hui. C'était sa vision à lui. Mais moi, n'ayant pas d'antériorité, j'ai bu ses paroles comme un buvard, j'ai tout pris. Et ce que j'ai voulu, c'était confronter cette possible envie de faire aux aînés. Donc, je me rappelle, avec Thomas, on débarque au Criob à Perpignan et on va rencontrer Serge Plane. Et, et on explique ce qu'on est en train de faire. Tu vois, il s'était passé 2 années, là, je crois que c'est en 2016. Thomas arrive sur l'île en 2015 et 2016, on se pointe à Perpignan ensemble. Et je me rappelle, Serge Plane me dit: «Ouais, les vendeurs de corail», en faisant allusion à d'autres assos qui font ça. J'ai dit: «Non, non, non, non», j'ai dit: «Là, vous vous méprenez, moi, ce que je veux, c'est faire ça et ça et ça», et je lui montre le récif artificiel, la méthode de bouturage qu'on avait fait par pression, pas et je dis: «Moi, ça m'intéresse pas, je parraine pas, j'ai pas besoin de ça, j'ai des fonds propres et je mettrai tous mes fonds propres là-dedans pour aller de l'avant», et tu as devant toi quand même la sommité internationale de la recherche sur le corail qui te dit: «Bon, alors on va faire différemment». Waouh! Tu fermes la porte et tu te dis: «En fin de compte, je peux ouvrir ou me présenter à d'autres portes et être compris», et là, cette légitimité m'a envahi et j'ai dit: «De toute façon, c'est un peu comme dans l'immobilier ou le vendeur d'aspirateurs, hein, si tu te tapes pas à la porte des gens pour dire: "J'ai la meilleure bécane, à vous présenter", bah, personne ne te croira», et ça a été ça le challenge. Parce que comme j'ai jamais travaillé pour qui que ce soit, j'ai toujours monté mes propres boîtes et je me suis cassé la gueule 20 fois et je me suis redressé 20 fois. Donc j'avais pas d'état d'âme à aller, enfoncer des portes et dire: «Accordez-moi 20 minutes». Ça passe ou ça casse, mais accordez-moi 20 minutes, et je te dirai mieux que ça, parce que Fabrice qui est là, qui nous regarde, lui, 2 ans après, je vais le voir au Conservatoire du Littoral où il y a Small Island Organization qui se construit, qui s'établit. Le mec je lui montre tout ce qu'on fait, il me dit: «En fin de compte, vous êtes trop avancé par rapport à nos objectifs, je vois pas ce qu'on peut faire pour vous», et la phrase que je lui renvoie, c'est: «Par contre, ce que vous n'avez pas compris, c'est moi ce que je peux faire pour vous». Le gars prend un papier et me dit: «Tu signes, tu fais partie du conseil d'administration». Ça s'est fait, mais un quart d'heure. Il y a eu toujours ces déclics-là, et je pense que oser, il y a quelqu'un de grand qui a dit: «Oser, oser, oser», c'est Napoléon. Je pense que voilà, ce qui se passe aujourd'hui dans ce milieu, c'est que plus personne ose, plus personne met ses tripes sur la table en disant: «Qu'est-ce que j'ai à perdre de me de prendre un bug, qu'on te dise non, qu'on te dise, au revoir, ne revenez plus». Qu'est-ce que tu c'est quoi se prendre une gifle? Une gifle, ça te démolit pas, ça t'apprend à te présenter différemment. Ça te prend à aborder différemment, et je pense que c'est ça que c'est ça que j'ai au fond de moi, c'est que j'ai toujours osé l'impossible. J'ai toujours osé l'impossible, et ça a toujours séduit. Je pense que, les gens ont besoin de sang neuf depuis 30 ans, et dans les années à venir, n'en parlons plus. Ils ont besoin de perturbateurs. Ils ont besoin de voir les choses sous un autre angle. À la seule différence, c'est que à toi de les présenter sous un autre angle, sur le bon angle, pour séduire. C'est comme une belle fille, on est dans la séduction. Comment tu peux te dire, un tel, il est avec un tel, mais putain, il est laid. Ben non, mais il a peut-être les mots, il a le rire, il a quelque chose pour séduire. Ben moi, j'avais cette passion naissante de la mer,
de l'envie de restaurer, de dire: «Mais moi j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de demander des fonds, j'ai pas besoin de financer un projet. C'est mon propre projet, c'est mon propre territoire et j'ai envie d'y aller et de toute façon vous ne m'arrêterez pas». Et voilà comment j'ai acquis cette conviction que je pouvais être simplement un acteur, un tout petit acteur, mais chez moi, essayer de faire les choses correctement avec l'ambition de séduire les mammouths. D'accord. Ok. Avant d'aller plus loin sur ton engagement, j'aimerais qu'on revienne sur ton lien avec l'océan. La chose originelle, celle qui était en toi avant ce projet de 2011. Comment tu le définirais ton lien avec les océans? Moi, je sais que tu as été chasseur sous-marin, donc une pratique quand même au contact de la nature dans presque le plus simple appareil, à part la combi, le masque Mmh. et puis les palmes. Mais c'est une activité que moi je connais pas nécessairement, mais que je trouve, je trouve en fait un peu, passez-moi l'expression, un peu badass parce que te met en lien direct avec capacité vis-à-vis d'un objectif qui est soit alimentaire, soit le plaisir de l'expérience, mais tu es toujours confronté finalement à tes capacités pulmonaires, tes capacités d'apnée, de compensation au niveau des oreilles, etc. Et puis de température, et l'endurance, et la fatigue, et en plus il y a les éléments autour de toi. Je voudrais savoir comment il est né ce lien chez Frédéric, euh, gamin, et puis comment il a évolué au fur et à mesure des années. Ben, au début, j'ai toujours je suis né en Tunisie, donc j'étais confronté à la mer très jeune et après il s'est passé un très grand laps de temps où c'était la campagne. La mer, on n'y allait pas parce que j'avais pas les moyens ni la mobilette pour y aller. Mon père ne nous y accompagnait pas et je me rappelle très bien, j'ai 18 balais quand je décide de m'acheter mon premier haut de combinaison parce que j'avais pas les moyens d'acheter le bas. Donc ça limitait la saisonnalité, si tu veux, de ton envie de la mer. Alors j'avais pas, des capacités pulmonaires extraordinaires et j'ai combattu ça par du vice. J'ai essayé de comprendre la mer et les poissons au lieu d'essayer de devenir un athlète et d'aller à 20 mètres. Donc il s'est passé tellement de temps où j'ai rasé les bords, où je suis allé dans le moindre caillou, la moindre infractuosité, mais entre 0 et 15 mètres. Et là, c'est une connaissance du courant, une connaissance de ce qu'on appelle la connaissance de la pierre. Parce que si une pierre marche, elle marchera toute sa vie. Tant que tu l'enlèveras pas, il y aura toujours un poisson qui remplacera un autre dans une pierre. Et, et là où tout le monde va chasser en groupe, j'ai toujours chassé seul. C'était des erreurs parce qu'il m'est arrivé des catastrophes, hein, et je m'en suis toujours sorti. Mais voilà, cette connexion, je ne pouvais l'avoir que seul. Et cette connexion, elle s'est matérialisée. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais moi, je me sentais bien. Voilà. À chaque fois que j'allais dans l'eau, j'étais un mec heureux, qui vente, qui neige, qui fasse froid. Euh, J'étais un passionné. Voilà. J'aimais la mer, je supportais pas, dès qu'il y avait une merde dans un port, de ne pas le mettre sur le côté, de nettoyer autour du bateau. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je crois que c'est viscéral, une passion. Tu collectionnes des timbres, tu collectionnes quelque chose, c'est viscéral. Ton album de thème, tu le connais par cœur, mais tu as le besoin de le tourner. C'est comme un livre. Tu as besoin de le relire, tu as besoin de t'en réimprégner. Tu as oublié un mot, une phrase, une ponctuation. Mais moi, cette mer, j'avais toujours besoin d'y être dedans. Et au maximum, 3, 4 fois par semaine. Au, et ça a été une passion dévorante. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans la mesure où je travaillais pour moi, j'ai toujours organisé mes plannings en fonction du temps que je pouvais consacrer à la mer, sans prendre des tonnes de poissons, parce que je prenais le strict et le minimum, mais j'y passais le maximum de temps parce que c'était beau. C'était beau. Et combien de fois j'ai pas tiré sur quelque chose parce que c'était trop facile. Donc, il y a eu ce dilemme de la prédation et de la contemplation. Je ne sais pas lequel était le plus... La contemplation, je ne la comprenais pas, mais elle était là, elle s'est installée.
et elle a été exacerbée le jour où je suis arrivé ici, quoi. Ouais. L'eau chaude, les coraux, c'était moi j'étais au paradis, j'étais déjà mort et j'arrivais au paradis, quoi. Ah oui, d'accord, carrément. Je Heu, pensais avoir l'éternité pour moi. une renaissance, une, Oui, ouais. ressuscitation, si on Un pourrait accom dire? ouais, bah, oui, oui, parce que de toute façon, tu sais, le 1er documentaire, je l'ai appelé Renaissance, quoi, avec, Laurent Balessa. Je dis ça, The Rebirth of la re c'était pas ma renaissance à moi. J'ai dit que c'était la renaissance de l'île parce que par rapport à tout ce qu'on lui avait apporté, mais c'était ma renaissance à moi, quoi. Ouais. Et je regrette de pas être tombé dans ce milieu-là avant. Mais la vie, c'est ça, la vie elle est écrite, il y a un appel un jour, il faut que tu y ailles. Ouais. Comme j'ai raté des millions d'opportunités dans d'autres domaines, quoi. Ouais, tu as eu la sensation que tu as dû mettre en fait cette passion, cette énergie, heu, dévorante et débordante pour, le côté concret, d'une carrière. Hem, Mmh. OK. Est-ce que Je est-ce qu'on peut revenir, est-ce que tu as le souvenir sur ta première forte émotion liée à la mer? Ou liée à la biodiversité marine? En tout cas à ce milieu marin dans toutes ses composantes. Est-ce que tu te souviens de cette première grande Ouais, émotion ouais, qui t'a impacté et qui pourrait être, avec le recul, un élément expliquant ouais, cette passion débordante et dévorante? ouais. Je l'ai écrit dans Apnéa, le magazine. Un jour, je vais, dans la digue du port autonome à Marseille et il y avait toujours des failles, la digue était fragilisée, il y avait des failles où on pouvait rentrer, sortir de l'extérieur à l'intérieur et c'était un coin adorable. Donc j'arrive là, il y a un gitan qui pêche, c'est un gitan, un vrai gitan, un vrai nomade là. Il me dit: «Il y a les baleines, il y a les baleines». Ah le mec, je dis: «Mais il est pété, il est pas tranquille quoi, il y a les baleines, dans Marseille, c'est pas vrai». Donc à un moment, j'ai dit: «Écoute, si tu les entends, tu cries fort parce que je suis dessous» et on pouvait respirer dans cette épaisseur de digue. J'arrivais à respirer et faire mes apnées à l'intérieur, rentrer, mais ne pas ressortir à l'extérieur et à un moment, je l'entends qui crie comme un fou. Il me dit: «Les baleines» et effectivement, il y avait 5-6 rorquals qui étaient là, l'eau était bouillante, il y avait du plancton en pagaille et j'essaie d'avancer à chaque fois pour enfin je monte dans mon Zodiac, je démarre, je vais, mais je ne suis pas le seul à les avoir vus et à chaque fois que je vais pour me jeter à l'eau, il y a des bateaux qui avancent un peu plus et qui font qu'on ne peut pas approcher ces rorquals. Le lendemain matin, je repars seul à la mer, très tôt. Je vais dans le port autonome, mais sur une autre piste et on pêche à la gâchon, c'est-à-dire tu vas au fond, tu t'immobilises et tu attends que le poisson vienne te voir par curiosité et il se passe rien. Alors que c'était un coin où il y avait toujours du denti, du loup, il y avait toujours de quoi tirer un poisson. Pas un poisson, pas un poisson, poisson. Et je mens pas. Je suis à la gâchon au fond, il devait y avoir 15-16 mètres, il se passe rien et je le vois arriver. Un rorqual, un machin de 15 mètres qui passe devant mon fusil, mais à 3 mètres. C'est-à-dire que le poisson, son œil a bougé pour me regarder. Il a défilé devant moi. Alors c'est comme un sous-marin. Ça fait pas un bruit, tu as pas un impact et juste au moment où il y a le mouvement de queue, tu as un courant, mais tu peux pas imaginer. Il te déplace à 30 mètres. Tu as beau t'accrocher sur les rochers, tu pars, tu glisses, tu te laisses porter. Et cette vision du monde animal, de ce mammouth qui te regarde, de ce monstre qui te regarde, par la taille, mais par la beauté, c'était extraordinaire, qui te veut rien, qui te veut pas de mal, qui dit: «Mais c'est minable, c'est le petit humain c'est le petit humain minable avec son fusil qui chasse un poisson et moi le mastodonte de la mer, je passe à côté» et cette image, elle m'a «hanté» entre guillemets. Je me la suis fait, mais des millions de fois dans ma tête et je pense qu'inconsciemment, ça a été l'appel, il est venu ce jour-là. Parce que tu peux me poser la question, toute ma vie, je pense que j'en ai vu des belles choses, surtout ici, mais cet instant magique d'un animal qui te regarde, qui te veut pas de mal, qui te regarde, qui est indifférent pour lui et je regrette à l'époque, tu vois, de pas dire,
revient, repasse. Envoyer une pensée, envoyer quelque chose, mais tu t'y attends tellement pas que tu te dis: «Ça, c'est à moi, ce moment-là, il est peut-être l'effet déclencheur» et j'en suis persuadé. C'est c'est passionnant à entendre, quand tu décris les mouvements d'eau justement et l'environnement, c'est très facile pour moi en tout cas de m'imaginer. Je te remercie de partager cette anecdote. Tu avais quel âge quand c'est arrivé? Je devais avoir une quarantaine d'années. OK, donc comme quoi les empreintes émotionnelles peuvent arriver à n'importe quel âge. On n'a pas besoin d'être porté par, quelque chose qui nous anime à notre enfance, cette émotion et cette puissance peut être portée, Tout tout au milieu de la vie. ouais, je pense que toute ta vie, tu peux, si tu prends le temps d'écouter, d'entendre, tu peux recevoir des émotions incroyables venant de la nature. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est intéressant aussi ce que tu racontes sur cette rencontre-là, et que je trouve toujours passionnant. Là, pour le coup, moi, c'est ce qui m'émeut parce qu'effectivement, les cétacés, tu connais mon engagement sur le sujet, Mmh. heu, c'est de se penser insignifiant devant, la grandeur, heu, imposante de la taille de la baleine, ou d'un mammifère marin et de se dire que, on ne compte pas. Là où j'apporterai la contradiction, c'est que peut-être, en réalité, tu as eu le même impact sur cette baleine qu'elle n'a eu sur toi. C'est-à-dire cette chose si fragile qui est là, qui m'observe, qui ne me veut pas de mal et qui, me laisse vivre tranquille mon chemin et qui va me laisser, une toute petite vibration, mais en tout cas la vibration d'une fascination. Heu, J'aime bien renverser les jeux comme ça un petit peu parce que c'est vrai que nous, on est tout de suite saisis par la beauté et par la grandeur. Alors oui, ça existe, ça nous renvoie même à notre fragilité et donc à notre humilité aussi parce que on pèse rien devant une baleine Mmh. Ah bah, évidemment. Et pourtant cette chose-là, qui est grande, qui est massive, qui peut nous dégommer sans déployer énormément d'énergie et d'ingéniosité, mais elle se réserve, elle se préserve pour, continuer son chemin en paix. Et ça m'inspire tout ça quand tu racontes tout ça, quand tu racontes cette histoire, parce qu'il y a des tas de narrations qui témoignent de la même chose, c'est-à-dire que dans l'océan, tu es rien et en même temps, tu es, bah, tu es devant j'en fais pas. un des plus gros spectacles et tu fais partie de ce spectacle à ta Tu fais manière. partie de ce spectacle. On n'est jamais qu'un élément dans le milieu global, hein. On fait partie, on est des animaux, hein. L'humain, on est une race qui est apparue, qui va certainement disparaître et je l'espère, parce que on est quand même la pire race, qui est arrivée sur terre et mais on fait partie des éléments. Il faut pas s'imaginer toujours prédateur, dominateur. On n'est jamais qu'une partie des éléments. Et donc, tu te rends compte que les autres sont pas effrayés par nous, alors que nous, on est effrayés par eux et qu'on voudrait régenter ça. Non, on n'est jamais que regarde, tu vois une fourmi, tu cherches à l'écraser, lui, il a pas cherché à m'écraser, il m'a regardé, il est passé, il m'a dit: «Tu es là? Ouais, OK». Moi, c'est Fred et lui, c'est cachalot. C'est rorqual commun. C'est quoi ton c'est quoi ton sentiment sur ce qui se passe actuellement en mer, au niveau global, général? Bah, c'est mon combat, c'est mon combat du quotidien parce que nous, ici, on est confrontés, on parle de l'Asie, de ce pays magnifique, de ces eaux chaudes, mais aujourd'hui, bah, c'est du blinching, mais la chose qui m'affole le plus, c'est la disparition des ressources et aujourd'hui, c'est notre combat, c'est la sécurité alimentaire pour les populations indigènes qui dépendent, de ces baies perdues parce que nous, ici, on est au milieu du monde, il y a pas de route, il y a pas d'eau, il y a pas d'électricité. On est à Palawan sur une réserve biosphère où il y a 450 000 touristes, mais moi, ma baie où j'y suis, il y a rien, il y a pas un magasin, il y a pas une route et on est seul et je vois les gens, notre combat aujourd'hui, c'est retrouver des ressources, les faire vivre, tout en les leur expliquant que la longévité de ce qu'ils sont en train d'engager, il faut qu'elle soit temporisée. La pression, mais et il y a un champ des il y a vraiment un problème, voilà. Oui, oui, je réponds globalement beaucoup plus directement. La problématique aujourd'hui, c'est la disparition des ressources, la sécurité alimentaire des populations parce que
Parce que les gens, ils pèsent la moitié de ton poids, quoi. Ils pèsent la moitié de ton poids. Et ça, c'est inacceptable dans le monde où on vit aujourd'hui. On se doit, on se doit de coexister et de faire quelque chose. Euh, Ce matin, on a fait un meeting, 8 directeurs d'école de 8 villages sont venus avec 2 directeurs d'école par village, plus l'éducation nationale qui est venue de Puerto. Elle a fait 350 km en voiture pour venir nous voir, pour comprendre simplement la création d'aires marines éducatives qu'on veut faire avec les enfants. Pour, on a tout un programme éducatif, et tu sais que le mot aire marine éducative en Asie n'existe pas. Ok. Aux Philippines, il n'existe pas ça, il y en a pas. Donc voilà, c'est un programme qui passe par, l'éducation, mais on y reviendra, on va revenir là-dessus, mais parce que il faut prendre le problème à la base. Aujourd'hui, à 7-8 ans, il faut qu'ils comprennent ça, parce qu'autrement, on s'en sortira pas. Ouais. Moi, nous, je pourrais pas faire le lien entre eux et nous. Je suis obligé de préparer l'avenir pour le peu de temps qui reste. Et malheureusement, la dernière course, pour moi, elle est engagée. On est dans les j'ai chaussé mes pieds sont dans le starting block, et j'ai 10 ans pour réussir, quoi. J'ai 10 ans pour faire ce passage, pour le créer. Mais quand je vois les résultats depuis 15 ans ici, ils sont phénoménaux, quoi. Ils sont phénoménaux. Est-ce que La preuve, c'est finalement... tout. Ouais. Vas-y, je te laisse finir. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Finalement, j'allais te poser cette question-là, et en réfléchissant à la manière de te la poser, euh, voilà, qu'est-ce qui te donne de la joie, qu'est-ce qui te donne de l'espoir, qu'est-ce qui te déçoit, etc. J'ai l'impression que, alors oui, le tableau devant toi te donne de la peine, euh, te plombe un petit peu le moral, et pourtant, ce que tu fais, ça suscite plein d'espoir, parce que tu as les résultats qui sont devant toi, et ton action propre, elle est pleine d'espérance. Et du coup, où tu puisses ton espérance, où tu puisses cette énergie pour continuer ton engagement, continuer à faire des choses qui font la différence et qui inversent un petit peu le processus de ce qui est présenté, de ce que tu vois partout ailleurs. D'où tu tires ça? Euh, je pense que c'est l'entrepreneuriat individuel qui te force à toujours. Tu sais, tu veux prendre des parts de marché, il faut que tu sois différent. Si tu vends le même produit que les autres, tu vas faire quoi? Une promotion pour en vendre plus? Mais tu n'auras jamais pris que le même produit que les autres. Donc l'idée, c'est de mettre un nouveau produit en avant, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder les sujets. Et, et quoi qu'il en soit, de toute façon, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de réfléchir. Je dis toujours, on a trop écrit la science comparé aux actions qu'on mène aujourd'hui. Ça va nous servir à quoi, toutes les études qu'on a faites depuis 30 ans? À écrire quoi? À écrire tout, à décrire les poissons, à écrire des manuels de restauration écologique. Mais sur le terrain, il y a qui s'en sert de ces manuels? Il n'y a personne qui est sur le terrain. On n'a personne, il n'y a pas d'ONG, c'est bidon. Les 3 quarts des associations, elles sont dans des bureaux, dans des villes, à t'écrire, à te faire des dessins, à te faire des posts avec des photos qui sont pas d'eux, qui sont pas du terrain. Combien de managers d'ONG aujourd'hui sont les pieds dans l'eau? C'est faux. Et la grande force, je vais te dire ce qui m'a boosté. On est arrivé à l'UNOC avec 3 side events. Allez, 6, je m'en tirais 3. On est arrivé entre 6 et 7 side events sur lesquels j'avais forcé pour participer, pour discuter. Le bilan de l'UNOC, on nous a demandé d'intervenir dans 14 side events. Et la chance et le point d'orgue de l'UNOC, donc on est aux Nations Unies, à la conférence des océans. Il y a 12 000 personnes par jour qui passent. Il y a tous les chefs d'État ou leurs représentants qui étaient là. On demande aux ONG de se préparer, et celles qui veulent parler, monter sur la scène aux Nations Unies, elles n'ont qu'à candidater. Dans la candidature, on est 342. On est 342. Et en fin de compte, on te prévient de ton passage sur scène 2 heures avant. Tu ne sais pas. Ils ont accepté 41 discours. On a 3 minutes. On a répété avec Clément
jour et nuit, dans la rue, dans le bruit, les yeux bandés. Il fallait que tu craques pas sur ton discours, il fallait que tu le balances à la gueule des politiques. Et en fin de compte, on nous annonce 2 heures après, quand on regarde tout, parce que c'est le jour des ONG, vous montez sur scène. Il a fallu se préparer, on était les 38e. Et Clément, parce que moi en anglais je suis vraiment bidon, et donc il a porté ce discours au nom de The Blue Quest et Sulubai. Et je me rappelle, les mots du discours, c'est vous ne pouvez pas faillir, c'est votre responsabilité. Il en va de l'enjeu. Regardez vos montres tous les jours. Le temps vous est compté. Et, et on a balancé ce discours. Il y a 3000 personnes qui se sont levées, qui ont applaudi. On en a, mais tu vois, je le parle avec presque une émotion. Ça a été le cachalot, et ça, c'est que venant de nulle part, on est monté au pupitre des Nations Unies et on a, on a craché notre venin, mais modéré, mais de leur dire, mais vous servez à quoi les politiques aujourd'hui? Vous faites quoi? Le monde s'écroule, le monde marin s'écroule, les gens vont crever et on pense toujours qu'à faire des produits d'élevage et on n'a pas compris que c'est en mobilisant les gens sur la protection, sur les aires marines protégées, en éduquant ça. En fin de compte, si tu compares, tu prends un volume d'1 million, il y a 1000 sur le terrain. Voilà la disproportion entre le discours et le travail des associations de la science. Mais je te dis bien, ce que je te dis là, c'est moi, c'est ma sensibilité, c'est mon constat. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on est sollicité, pourquoi on vient nous voir, pourquoi on nous demande CNN, National Geographic, Sylvia Earle qui vient me voir, qui me dit Fred, il faut avancer, il faut aller encore plus loin. Et tu te dis, mais en fin de compte, on a la capacité à changer la donne à notre niveau et à démontrer qu'on peut faire quelque chose de différent et on n'a pas besoin de millions de dollars. Simplement, c'est tu mets tes tripes sur la table et tu dis là, on y va. Et aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui veulent faire ça. Mais personne, mais on leur offre rien. Il y a combien de masters en biodiversité, en restauration écologique, et combien trouvent un boulot là-dedans? Rien. Et on va les enfermer dans un bureau avec une petite fenêtre et on va leur demander d'écrire des papiers. Mais la science suffit. La science, il y en a assez. Laissons à des balistas la découverte de nouvelles espèces, savoir nous le raconter avec des films magnifiques, à montrer les choses différemment. Mais ouvrons la porte, donnons la chance à cette nouvelle génération, à ces jeunes qui ne demandent que ça, être acteurs. En fin de compte, voilà, on a des cours Florent de partout et on n'a pas de scénario délivré. Ok. C'est très touchant le témoignage et on sent bien finalement cette pression et cette pression qui vient du cœur pour porter le message et dans l'urgence. Donc ça rajoute encore plus de palpitants, mais ouais, ça doit être quelque chose finalement de très cathartique aussi, très libérateur, de pouvoir enfin devant les puissances du monde, Ouais. pouvoir balancer la sauce sans parler de venin, parce que euh, c'est quelque chose On qui était vient du fiers. cœur. Ouais, ouais, j'imagine. On était fiers et tous les mentors, toutes les grandes pointures qui nous connaissent, le soir, on a été bombardés d'appels téléphoniques en disant putain, vous avez porté un message. Juste avant nous, c'est l'ancienne ministre des États-Unis de l'écologie ou biodiversité qui monte sur scène, puisque Donald Trump avait viré tout le monde. La nana monte sur scène au nom des États-Unis, délivre son discours, elle craque, elle chiale et elle s'arrête. Donc ça te met, nous on était derrière, assis derrière le pupitre, on se dit maintenant c'est à nous. Enfin, je m'associe à la démarche de Clément. Mais j'ai dit, mais on n'a pas le droit de faillir. Et Clément, il a craqué, mais comme un gosse. Parce qu'on a vraiment, je t'assure, c'est même pas un entretien d'embauche, c'est horrible, de dire ça, mais tu veux convaincre, tu appuies sur les mots, Moi, j'ai trouvé ça magnifique, on l'a fait, voilà, Mmh. il n'y a pas de gloriole, il n'y a pas de trophée, on l'a fait.
Souloubaï, elle est montée sur scène aux Nations Unies et elle a dit ce qu'elle pensait. En plus, ça se passe en France avec notre ambassadeur d'épaule, avec tous les guignols, la conférence de Macron 2 jours après, avec tout ça. On était là, on était dans les gradins, on les connaît tous par cœur. Tu sais, on intervient sur tellement de secteurs comme la plateforme Océan Climat. On bosse avec le CNRS, on bosse avec le CRIOB, on bosse avec la Fondation Albert II, avec le Centre scientifique de Monaco. Je bosse tellement avec des pointures que je respecte. Et ces gens-là te disent, on vous respecte. Et la preuve, c'est que sur la nouvelle route de Tara-Pacifique pour la recherche de la résilience des coraux, on a été choisi comme spot, comme il l'avait fait, comme stop, pardon, comme il l'avait fait en 2018 pour Tara-Pacifique. Donc, Tara Coral nous choisit encore comme laboratoire immersif et faire les recherches sur le réchauffement climatique et l'adaptation des coraux. Donc, ça veut dire que même si on est une mouche dans, dans la biodiversité terrestre, ou un moustique, ou la puce, ben on est là pour piquer. Ouais. On est là pour piquer et faire réagir. Alors on bascule, c'est génial parce qu'avec toi, tu as tellement d'anecdotes. Alors évidemment, hein, en filigrane, on parle de Souloubaï et les personnes qui vont écouter vont pouvoir sentir un petit peu l'ADN de Souloubaï. Et donc là, c'est top parce que tu me fais les transitions au fur et à mesure. On va parler de ton engagement, donc de Souloubaï, évidemment. Souloubaï, donc c'est un concept qui est né finalement à partir d'une rencontre avec Thomas et puis qui a pris une ampleur monumentale. Euh, Moi, ce que j'adore, et c'est pour ça que je suis fasciné par toi, et c'est pour ça que j'adore échanger, discuter avec toi, euh, c'est ce côté. Alors, il y a le côté innovant, il y a le côté entrepreneur, certes, mais il y a le côté innovant, et puis il y a le côté franc-parler qui fait que tu as un discours et une prestance et une approche super différente de tout ce qui est attendu dans la société quand on porte une action écologique. Quand même assez normée, assez normative, en ce sens que, eh ben, quand on monte une association, quand on monte une action, on essaye d'aller convaincre des décideurs, on essaye d'avoir le soutien de certains politiques. Etc. Et des fois, dans ces rencontres-là, il y a des personnes qui vont nous vouloir, consciemment ou inconsciemment, nous faire changer de direction, nous faire changer de finalité d'action, nous faire changer de résultat, nous faire changer de méthodologie. Et toi, ce qui est passionnant, c'est vraiment quelque chose qui me sidère, et j'en parlais avec une autre personne avec qui je vais te mettre en relation parce qu'elle ne demande que ça, mais c'est ta capacité finalement à te dire, hop, 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 euh, moi, je vais faire mes choses, je vais y réfléchir. Les approches que vous avez fournies dans justement la fixation, la réhabilitation de corail, etc. Bah, je les ai regardées. Moi, ça me convient pas. C'est pas cohérent. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route dans la durée. Je fais référence évidemment à ta technique de bouturage. Là, tu vois, j'ai encore devant moi des extraits de notre ancienne interview où tu as décortiqué plus de 280, je crois, techniques de bouturage, plus de autant d'études, etc. Et toi, tu as dit non, je ne vais pas faire comme vous, je vais le faire à ma sauce. Et en appliquant des procédés très simples, mais qui viennent justement de cette innovation qui n'est pas possible si on ne vient pas de l'extérieur du sérail. Et ça, c'est un petit peu l'ADN de Souloubaï, l'ADN Frédéric Tardieu. C'est finalement, quand on vient d'un environnement extérieur et qu'on vient avec ses convictions, alors oui, on peut se planter, mais pour le coup, eh ben, en se plantant, on apprend et on améliore les procédés. Là où par contre j'ai une question à te poser, c'est que devant, t'es en indépendance économique, parce que comme tu le dis, tu approches les personnes et tu demandes rien si ce n'est de collaborer et de savoir ce que tu peux faire pour elles. Mais ça, quelle résistance t'as dû avoir, encaisser, contrer ou en tout cas adapter. Parce que ce discours-là, les personnes qui sont aux manettes, les personnes qui sont en poste sur des points décisifs, de décisions importantes, de soutien, que ce soit les fondations ou des centres de recherche, et je ne parle pas des politiques, ces personnes-là, en fait, tu les challenges quand tu viens te dire « Moi, je suis indépendant, je veux savoir ce que je peux faire pour vous. Par contre, moi, j'ai ma méthode, j'ai mes procédés, j'ai mes études, j'ai mes experts, etc. etc. Et en plus, j'ai les résultats qui parlent pour moi. » Ça crée quoi comme résistance devant toi,
justement, sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir dépasser l'ego de la personne qui est en face de toi, qui est forcément remis en question? Écoute, je pense que malheureusement, quelqu'un qui aujourd'hui est à la tête d'une boîte, d'un centre, qu'il soit scientifique, financeur, fonds de dotation, ce que tu veux, il a tellement suivi un process où il a acquis une capacité scientifique, il a eu ses diplômes, son doctorat, il a un poste aujourd'hui. Eh beh, en fin de compte, les électrons libres, ça séduit toujours. C'est peut-être je pense que tout le monde a envie de dire les choses et n'ose pas. Et moi, c'est qui je suis sur on est sur notre territoire. On est chez nous, on a les libertés de faire ce que l'on veut. La chance, c'est que les Philippines me demandent simplement des publications scientifiques sur tout ce qu'on engage. À aucun moment, il y a la loi qui me dit: «Ça, tu dois pas le faire». Donc c'est facile, mais dans la mesure où tu as un carré d'as, tu as envie de jouer au poker avec tout le monde. Tu as envie de faire tapis systématiquement, en disant: «Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Il me dira non, pas de problème». Mais tu sais, il y en a beaucoup qui nous ont dit non et qui ont revu, et qui ont osé nous dire: «Je suis obligé de te dire non. Je te parce que tu es pas dans les codes». Mais on aime les incubateurs, on aime les flibustiers. Je ne suis pas un pirate de la biodiversité, je suis simplement un flibustier. C'est-à-dire que je ramènerai toujours le gain de ce qu'on va découvrir à la science, donc je ramènerai toujours le butin au roi, mais je tuerai pas des gens. Je suis pas un pirate. Je vais pas couler je vais arnaquer le bateau, qui est chargé de cargaison, mais je vais pas trucider tout le monde. Et en fin de compte, c'est ça notre démarche, c'est essayer d'apporter quelque chose ou faire comprendre que tout est différent. Moi, je me rappellerai toujours, de Monaco quand on est allé les voir, c'est quand même le symbole, la principauté, l'autonomie, tout. Et je me rappellerai toujours les paroles, d'Albert. Je peux me permettre de l'appeler Albert parce que c'est vraiment une très belle personne, très simple. Et je lui serre la paluche, je lui dis: «Monseigneur», mais je lui tape sur l'épaule à la marseillaise. Oh putain, je dis: «Ouais, excusez-moi, je me confonds, on excuse». Il me dit: «Non, non, non», il me dit: On est que des hommes». Et quand tu as un mec qui te dit: «Tu es un homme, je suis un homme», et là tu déballes tout, tu as plus rien à perdre. Je dis: «Voilà, moi j'ai envie de faire changer les lignes, je vais faire ça». Et ce discours, il te conforte dans ton audace. Et en fin de compte, c'est never give up, de l'audace, oser, c'est ça, c'est. Et puis je peux pas, moi je peux pas faire comme tout le monde. Et aujourd'hui, on en est à tel point qu'on consolide un bâtiment qui est en train de s'écrouler, et moi j'ai pas envie de mettre un échafaudage de plus. On refait les fondations. Tu veux qu'ils tiennent, il faut reconsolider les fondations. On met pas des étais pour que le mur se casse la gueule. On va le consolider, mais de l'intérieur. Et le peu de ciment que je vais inventer, ben peut-être qu'il va tenir quelques années. Et peut-être que ça va devenir un ciment qu'on va homologuer. Et c'est peut-être que j'aurais osé une nouvelle recette. Mais c'est ça le challenge. C'est ça la position de chacun. Au même titre que ta position à toi, ce que tu fais là, c'est différent. Tu espères un audimat, tu espères convaincre des gens, mais on en est tous là. La vie n'est qu'un challenge. À toi de jouer aux cartes, à toi de faire poker menteur. Intéressant. Qu'est-ce que tu as à perdre? Il faut y aller. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, pardon, sur le fait de vouloir en tout cas vouloir croire en soi tout simplement, en la vertu et finalement dans le sens, dans la signification de ce que notre action peut porter. Quand on est convaincu de ce qu'on fait, on peut s'adresser à n'importe quelle personne. C'est très intéressant l'approche que tu décris avec le prince Albert II de Monaco, parce que oui, il a ce côté, il a ce côté très humain d'apparence. Alors on ne sait pas comment ça se passe, moi je l'ai jamais rencontré. Tu es la deuxième personne à m'expliquer cette sensation-là, ce retour d'expérience-là, que parmi les grands de ce monde, les personnes qui peuvent nous impressionner par leur aura, par leur statut, il y a des personnes qui sont en fait de chair et d'os,
et qui ne demande qu'à être vu et considéré comme chair et d'os. Et je pense que, alors c'est marrant parce qu'avec ton tempérament, avec ton franc-parler, avec ton côté avenant comme ça a dû le reconnecter aussi avec son sentiment d'humilité. Bah, je suis qu'un homme devant Frédéric Tardieu qui me tape sur l'épaule. C'est une anecdote. Moi, ça me fait rire parce que ça correspond au personnage Frédéric Tardieu que je connais, mais ça doit secouer un peu. Et ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure sur les politiques, sur toutes les personnes que tu as dû secouer par ton tempérament, par ton allant, par ta personnalité. Euh, il y a des moments, tu as senti de la résistance au-delà même Oui, des responsables scientifiques, etc. T'as eu des discours qui t'ont résisté, qui sont oui, défendus devant toi pour essayer de garder tête haute devant toi. oui, oui, c'est quand même bon, beaucoup moins maintenant, mais dans les premières années, oui, on passait pour des fadas marseillais, quoi. Euh, Quand tu n'as pas de background, tu envoies un CV et tu dis j'ai été soudeur, coiffeur, agent immobilier, on te prend pour un instable. On te prend pour un instable. Et alors que changer de métier, c'est à chaque fois une reconquête de tes capacités à, à exister. Et oui, effectivement, dans le sérail, je me suis fait rejeter, quoi. Tu fais pas partie de la caste des scientifiques biologistes, que tout ce que tu fais, c'est c'est débile, quoi. Ça sert à rien. Tu vas pas changer le monde. Et ce qui est rigolo, c'est que, tu sais, je boucle 15 ans d'existence sur cette île, même si je ne me suis pas engagé dans les premières années, mais j'estime que ça fait partie de mon éducation. 15 ans après, l'île, elle a les 4 plus gros labels. Cette année, on a le Blue Park Award, le Pearl Award. Je suis en train de déposer un dossier sur un truc incroyable à l'UNESCO par un prince Oman. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler. Mais en fin de compte, on m'appelle, on me dit, mais là, vas-y, il n'y a personne qui y va. Vas-y, il n'y a personne qui y va. Euh, Tout le monde manque d'audace et c'est un challenge, quoi. Ouais. C'est un challenge. Il faut que ça passe. De toute façon, le temps nous est compté. Quoi qu'il en soit, le temps nous est compté aujourd'hui avant de tomber au plus bas. Donc, il faut absolument tout essayer. Et il faut faire confiance à la moindre envie. Du coup, Quelqu'un qui t'apporte un nouveau dossier, ça vaut le coup de le regarder. ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, cette résistance que tu as eue devant toi, Mmh. ces propos calomnieux, voilà, qui t'ont remis en question Ah, ou qui t'ont diminué, ça a été plutôt quelque chose en mode euh, ça me motive, ça challenge, me remet en oui, question, oui, ou alors justement de te dire, écoute, j'ai pas le temps avec tes bêtises, j'ai pas le temps avec tes propos, moi c'est cette direction-là, je fonce, t'es avec moi ou t'es pas avec moi. C'est quoi? exactement. C'est le discours que j'ai tenu. C'est, de toute façon, avec vous ou sans vous, ce que je vous propose, c'est un possible partenariat sans prétention, puisque vous êtes un financeur et moi, je peux vous apporter quelque chose de différent. C'est où ça marche, ou ça casse. Et tu veux que je te dise la vérité? J'ai beaucoup eu d'échecs de parole, mais sur le fond, ils ont tous financé. Et aujourd'hui, j'ai des partenaires incroyables au plus haut niveau où j'en suis fier, mais quelque part, ils aiment. Et tu sais, le protocole est tellement installé et tellement rigide que dès qu'ils voient un ovni, ça les fait rire. Et ils se disent, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ils ne viennent pas pour me demander 10 millions de dollars. Ils viennent pour me demander 100 000 euros dans un budget national. C'est quoi 100 000 euros? Et ça vaut le coup. Si, tu sais, c'est comme si tu achètes un cheval et tu te dis, eh, il a une belle allure, hein, il pourrait être ou un bon sauteur ou un bon trotteur. Ça vaut le coup de l'élever pendant 4 ans et le mettre, essayer d'en faire quelque chose. Que- Ben, en fin de compte, j'ai cette gueule d'animal sauvage, Insaisissable. insaisissable. De toute façon, personne ne me fera dire ce que j'ai pas envie de dire. Ça, c'est certain. Ouais, Je vais allumer la lumière, hein, parce que la nuit tombe très vite ici. vas-y. Me voilà de retour. Euh, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire un échec de parole. Qu'est-ce que tu entends par échec de parole?
C'est-à-dire que dans le discours que j'ai pu porter, j'ai pas employé les mots qu'il fallait ou les mots qu'ils avaient envie d'entendre. Donc effectivement, le discours, il y a une fin de non-recevoir, mais je présente différemment et j'hésite pas à couper une discussion en disant: «On s'est pas compris». Moi, ce que je veux vous prouver, c'est que je suis capable, avec des petits moyens, de vous présenter quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et tu vois, ce mot-là, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ils aiment l'entendre. Ils l'entendent plus. Il y a trop de politesse, il y a trop de déférence dans ce. Même dans la biodiversité, même dans le traitement des dossiers, il y a trop de. Ah, mais c'est lui qui a publié 10 fois, 20 fois, il faut le ménager. Non, j'en ai rien à foutre. Que ce soit un prof de fac ou un thésard ou un scientifique reconnu, je dis, toi qui as fait ça, moi j'ai un terrain, j'ai un incubateur dans les mains. Je peux essayer de faire quelque chose. Tu as envie qu'on essaye? Et, et je pense qu'il n'y a pas assez de fada sur Terre. Ça les fait rire quelque part, ça les fait rire. La prise de risque pour eux, elle est dérisoire. Il n'y a pas de prise de risque. Ils ont un dossier, tu dois rendre. De toute façon, ils ont des lignes annuelles de X millions qui te donnent 50 000, 60 000, 100 000, 200 000. Pour eux, ça fait partie des lignes qui doivent brûler. Alors, tant qu'à faire, je suis à 12 000 kilomètres, je ne fais pas bis repetita avec des dossiers en Méditerranée, en Atlantique, au Sénégal ou n'importe quoi. Je suis sur une île, j'en suis le propriétaire. Et ça, c'est quand même souvent ce qui a fait la réussite de mes demandes, c'est parce que j'ai le terrain de jeu. Ouais. J'ai le stade. Et je peux mettre les bois, comme on dit, hein, les cages de Gaulle, je les mets où je veux. Je peux les rapprocher, on peut jouer sur un terrain plus grand ou jouer sur un terrain plus petit. Et c'est ça qui les excite, quelque part. Ok. Euh, là, c'est sur la partie finalement négociation de partenariat, recherche de soutien. On a abordé l'aspect résistance dans l'innovation que tu portes et dans la forme du discours que tu amènes. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est intéressant parce que tu, en restant toi-même au final, donc en travaillant, en produisant des résultats, de continuer sur ton chemin de ce qui t'amène, chemin de ta foi, si tu me permets l'expression. Euh, Ouais, Au final, ils t'ont tous rejoint et aujourd'hui, tu as les plus grandes récompenses du monde, tu as les plus grands soutiens du monde quasiment, en tout cas en francophonie et je pense même au niveau international. Tu es sollicité partout dans le monde, tu deviens une référence. Euh, tu parlais du CNRS, toutes les grandes fondations, Fondation Blancpain, Fondation Albert II de Monaco, toutes les grandes expéditions, Tara, Andromède Océanologie. Tu fais partie du Blue HubSpot, justement ouais, de la fondation Sylvia Earle, si je dis pas de bêtises, Mission Blue. c'est ça. Tu as Mission les Blue, plus oui. grandes universités qui veulent collaborer avec toi. Donc ça, c'est la partie finalement, ok, auto-validante. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai le souvenir, en t'interviewant en 2000 que tu avais une approche aussi complètement différente dans ton discours avec les populations locales. Et là, j'aborde finalement les résistances locales qui sont très terre à terre, c'est-à-dire les populations, leurs besoins, leurs difficultés. Tu as eu affaire à des pêcheurs, à des braconneurs, à des personnes qui utilisaient des techniques de pêche à l'explosif, de pêche au cyanure, euh, et des personnes qui ont faim. Et ces personnes qui ont faim sont à manœuvrer avec précaution. Euh, Exactement. voilà. Et du coup, comment ton franc-parler, comment ton innovation, comment ce côté je bouscule le cocotier a dû faire face à justement ce côté de terrain de personnes avec qui je dois collaborer et qui est en plus grande difficulté que moi. Comment tu t'es adapté? Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu m'as raconté en 2020 justement sur l'approche un peu networking et un peu humanitaire pour le coup? Exactement. En fin de compte, ce qu'on n'a pas supporté, mon épouse et moi, c'est on a installé un confort sur l'île et c'est dur de passer dans le village de lequel tu dépends au niveau du cadastre. Hein. Notre île, elle est attachée à un village, à une communauté. C'est dur de voir les gens dans la misère la plus totale. Donc, on ne peut pas être des donateurs et distribuer de l'argent,
Mais par contre, refaire le toit de l'école, acheter du papier, acheter une imprimante, donner 2 panneaux solaires, c'est, il faut savoir s'intégrer. Il faut savoir vivre en communauté. Et toute cette approche qu'on a pu faire pendant les 5 premières années a été bénéfique. On nous a reconnus, on nous a invités au mariage, on nous a invités aux naissances, on nous a invités au décès. Euh, on nous a sollicité quand il y avait une jambe cassée, quand il y avait des problèmes globaux, simplement de la médecine. Nous, on a des produits pharmaceutiques qui ont un effet énorme sur quelqu'un qui a jamais pris un antibiotique ou un Alka-Seltzer ou un UPSA ou ce que tu veux, ou un Doliprane ici. Donc, on fait partie des communautés, on s'est fondu là-dedans. Et ça, c'est un très gros allié parce que les gens de la première heure, tout en Asie, tout se fait ce qu'on appelle le public hearing, c'est-à-dire que tu convoques tout un village et tu dis, on vous propose de faire ça. Et ça se vote à main levée. Et quand tu fais parler les anciens, tu vas les voir avec le fond du cœur, tu leur dis, dessine-moi, parce qu'ils ne savent pas exprimer, mais tu vas simplement sur une plage, sur un bout de sable ou sur un bout de terre, et tu leur fais dessiner la taille des poissons qu'ils ont pêchés quand ils étaient jeunes et la quantité. Et, et tu fais venir 3 générations, le grand-père, le père, le fils. Et chacun dessine de son côté. Et après, tu compares. Et tu dis, moi, ce que je vais vous proposer, c'était essayer de retrouver ce que c'était. Si ça ne marche pas, on abandonne. Et dans la mesure où on a aidé ces gens-là, ce que tu demandes simplement, c'est de monopoliser un bout de territoire. 50 hectares dans une baie, c'est rien, c'est que dalle. Et, mais en compensation, on va vous aider, on va continuer, on va développer quelque chose à l'école, on va leur expliquer ce que c'est que la biodiversité. Et ça c'est ça le succès. C'est ça le succès. C'est pas arriver avec 1 million de dollars en disant, voilà, on va acheter un 4x4, on va faire une AMP, on va payer 2 mecs. Non, c'est faire participer une communauté dans sa globalité à un engagement du futur, un engagement possible pour qu'ils aient une vie meilleure. Et personne n'est dupe. Personne n'est dupe. C'est un discours de terrain qu'ils ont envie d'entendre parce que plus personne leur parle. Tu sais, ces gens, c'est ce qu'on appelle les indigenous people. Ok. C'est eux qui ont le savoir. C'est eux qui ont vécu ces baies opulentes. Ces baies où ils allaient à la pêche, ils prenaient des poissons de 10 kilos et ils mangeaient avec un poisson, ils mangeaient pendant 2 jours. Et aujourd'hui, il faut qu'ils aillent faire 10 heures pour faire un poisson d'1 kilo. Il y a une bascule et Et le témoin, c'est quand même la première aire marine protégée qu'on a créée, la nôtre, autour de Pangatalane, qui a été un succès total. Donc, on les a invités, on leur a mis la tête dans l'eau avec un masque, la peur, tu sais, de nager, qu'ils ne nagent pas, ces gens-là, de leur montrer, de leur parler, de leur expliquer que tout, même chez eux, c'est possible. Ça va être la vôtre. Je vais vous aider à faire la vôtre. Euh, C'est comme un compagnon du devoir qui te dit, t'inquiète pas, je vais t'aider, tu vas être le meilleur charpentier. Ok. Quand tu es gamin, c'est le discours que tu as envie d'entendre. N'importe quel être humain tombe dans la simplicité, dans le poids des mots. Dans le poids des mots, ça te rassure. Quand tu es dans la misère, on te dit, je vais t'aider, pas avec de l'argent, mais je vais t'aider à faire quelque chose de bien à la communauté. Et ce discours, ce message, ben, il a été porteur. On s'est entouré de jeunes scientifiques philippins qui parlent dans les dialectes, parce qu'ici, il y a 76 dialectes. Donc, moi, déjà, je ne suis pas bon en anglais, alors je ne vais pas leur parler en français. J'ai quelques mots surprises qui arrivent avec... euh, dans, tu ne cherches pas à montrer que tu as de l'argent, tu cherches simplement à dire, je suis un passionné. Et les années nous ont aguerris dans cette stratégie. Et, et aujourd'hui, c'est les villages qui viennent nous voir en disant, Fred, nous, on en veut aussi, on veut faire partie de l'aventure. Et ça, c'est extraordinaire parce que là, tu oublies l'argent, le bling-bling, et tu te dis, j'en fais partie, quoi. Mhm. Tu sais, comment te sentir intégré dans une communauté, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux recevoir dans ta vie. D'accord. On t'adopte. L'adoption. Je pense que, voilà, te sentir adopté, c'est énorme. C'est énorme. Super. Ouais, c'est génial.
Dans ton engagement, il y a ce côté-là. Alors, clairement, hein, quand j'ai préparé l'interview avec toi, j'avais énormément de matière et l'actualité, c'est facile de te suivre avec LinkedIn, avec les posts sur les réseaux sociaux, Mmh. avec ton site internet. Il y a ce truc-là aussi de cette résilience que tu as au-delà de t'adapter à différentes composantes sociales, cette résilience environnementale, heu, de rebâtir à chaque fois. Je crois que tu en es à ton deuxième ou troisième ouragan? Pas de Ouais. bêtises? Le 2e, le C'est le 2e, deuxième. qui a vraiment impacté, Voilà. 21 et 24. Et 21 et 25. et du coup là, donc fin 2025, heu, ça doit être perturbant. Enfin moi, quand je me suis mis à ta place, humblement par rapport à ça, je me suis dit: «Waouh, encore un coup dur, va falloir remobiliser des troupes, va falloir remobiliser de l'argent, va falloir, repartir, parce qu'il y a des dégâts, donc il y a forcément des pertes dans les dégâts». Mmh mh. Comment tu tiens par rapport à tout ça, à ces un petit peu ces coups de bambou que tu peux recevoir sur la tête, qui peuvent aussi retarder des projets, qui peuvent aussi, Oui, plomber, la pérennité de ton action parce que financièrement, à un moment donné, même si tu as des soutiens, des dons et ben, tu es forcément obligé de mettre de ta poche, et donc ouais. du coup, ça ralentit tout ça, ça c'est lourd à porter et quand ça se répète, il y a la lourdeur qui est à chaque fois un petit peu plus lestée. Comment tu gères ça? J'ai une capacité à encaisser qui est peut-être hors du commun. Ça me touche parce que je te mentirais, je te dirais: «Ça ne me touche pas». Mais moi, je peux pas faillir devant 36 jeunes que j'ai avec moi, quoi. Quand je vais dans les communautés qui ont plus de toit, plus de maison, mais même si ma toiture elle est partie, je j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai le droit de dire, «Je vais pas vous abandonner, on va continuer». De toute façon, c'est tu sais quand, tu décides de sortir de la normalité, il faut que tu ailles jusqu'au bout. C'est pas des vacances à long terme, c'est pas, une mise à disposition, c'est un choix. C'est un choix, tu l'as fait. Qu'est-ce qui m'aurait J'aurais très bien pu continuer ce métier de promoteur, à rouler avec des gros 4x4 de luxe, à gagner, X milliers de francs par an, à payer des impôts, avoir des costumes jolis, des belles pompes, aller aux Seychelles. Non, c'est qu'à un moment tu te dis: «Ça sert à quoi tout ça?» C'est donc tu fais un choix, mais il est hors de question d'arrêter. Il est hors de question d'abdiquer. Tiens, il y a des gens qui ont cru en toi. Tu peux pas les abandonner, c'est pas possible. Comme j'abandonne pas moi pour moi, ça fait c'est une communauté, on fait partie d'une communauté et ça serait dégueulasse, surtout quand tu es en fin de vie, quoi. Tu as 40 ans, tu abandonnes un projet, tu dis: «Je vais en faire un autre», je comprends. Mais à l'âge qu'on a, Chris et moi, on n'a pas le droit de c'est notre dernier challenge, quoi. Il faut prouver que on aurait abandonné. Là, c'est que tu abandonnes même la biodiversité, c'est-à-dire que tu as claironné, tu as sonné du clairon pour aller à l'assaut, à la guerre et d'un coup, tu es le premier à détourner, tu laisses les gens sur le champ de bataille s'entretuer, il reste plus rien, il y a plus de canon, il y a plus de poudre. Tu es un déserteur, mais jamais de la vie. Tu peux pas être déserteur de quelque chose que tu as choisi. Parce qu'on l'a amené là, on l'a amené sur les fonds baptismaux, ce bébé. On l'a baptisé, on l'a trempé dans l'eau. Mais je vais pas lui faire apprendre une autre langue que la chrétienté, je l'ai baptisé, je vais pas le convertir à un autre truc. Je vais pas changer ça, quoi. Moi, je on a décidé de s'engager, qu'importe à payer le prix, c'est un accord tacite qu'on avait, dans notre famille, c'est qu'on n'abandonnera pas. J'abandonnerai pas. Il peut y avoir d'autres typhons, j'abandonnerai pas. Ou alors si j'abandonne, ça, parce que peut-être qu'un jour on sera trop vieux pour vivre dans ces conditions-là, beh, je ferai pire. Je l'imagine cette, ce plan B. Je te dis je vais pas te mentir, je l'imagine ce plan B. Je le prépare dans ma tête parce qu'à un moment, on pourra plus peut-être monter la côte, on pourra plus on vieillit, hein, je fais moins le guignol que ce que je le faisais il y a 15 ans, hein. Je monte moins au cocotier, c'est le cas de le dire, qu'il y a 15 ans. Mais on se doit des moi j'abandonnerai pas. Ma vie sera j'ai fait ce choix, j'irai jusqu'au bout. OK. Voilà, tout simplement. Là, sur 2026, concrètement, Oui, donc tu as
réussi à motiver, à faire participer de nombreuses communautés. Il y a une multiplication des aires marines protégées autour de toi. Euh, Ouais. Tu as développé une académie autour de toi pour faire de la sensibilisation à l'environnement marin. Si je dis pas de bêtises, tu as transmis une, euh, un mode opératoire pour élever des poissons lapins qui étaient issus toi-même de ton expérimentation de réhabilitation de la vie autour des coraux pour faire sens. Euh, c'est quoi les projets pour 2026 de Souloubaï Ah, et personnellement aussi pour toi, Frédéric? alors, 2026, on vient de démarrer l'académie au 1er janvier 2025, ce qu'on appelle la SEA Academy, l'Académie de la mer plus, puisque c'est un passage à l'échelle. Aujourd'hui, on est dans une baie qui fait 65 000 hectares et la municipalité me demande de travailler dans la baie voisine. Alors, on a un petit channel entre deux terres et deux îles et on peut passer dans 145 000 hectares. Donc là-dessus, on a déjà créé 2 très grosses aires marines protégées, mais il y a un symbole. Et ça, j'ai trouvé le Graal, quoi. J'ai trouvé le Graal et ça sera ce que on dit dans le jargon mon bâton de maréchal. Il y a 2 îles inhabitées qui sont magnifiques, magnifiques, des falaises de granit qui plongent dans la mer avec du sable blanc immaculé. La mer, elle est dévastée, elle a été pillée parce que c'est loin de tout. Et là-dessus, on vient de nous accorder une aire marine protégée de 600 hectares. Donc, on va faire, dans le cadre d'un programme Men Biosphère de l'UNESCO, l'association de la terre. On a fait des AMP, on a fait des réserves forestières, mais jamais personne n'a fait les deux. J'ai la possibilité de sanctuariser ces 2 îles au travers de l'UNESCO dans un programme très complet, très sérieux. Aujourd'hui, j'ai trouvé 100% des financements. C'est ça qui est génial. Et on va en faire 2 Jurassic Park pour les nouvelles générations. Surveiller 24 heures sur 24 avec un quota de gens de 25 personnes par jour, pas plus, qui vont pouvoir comprendre ce que. Il y a des boas, il est sorti un boa qui a bouffé le chien du gardien, pour te dire l'engin qui nous est sorti de la forêt. Il y a des serpents de 10 mètres de long, 40 kilos, il y a des cobras, il y a tout. Mais il y avait 2 rorquals la semaine dernière, il y a des requins-baleines qui passent devant, il y a des raies, des raies mantas. Et j'ai cette possibilité de créer un sanctuaire où le nouveau maire, qui était mon ennemi, vient de me dire, vas-y, on te donne carte blanche, fais-nous quelque chose. Et Sylvia Heure m'a dit, allez, tu vas créer ton 2e home spot là-bas. C'est le Mission Blue, ils veulent venir. Voilà, ça va être le point d'orgue. On a voté la MP il y a 3 semaines. Elle a été acceptée, 600 hectares. On va démolir tout ce qui est dessus, qui a été salopé, jusqu'à la peinture qu'il y a eu sur les murs, sur les rochers naturels. Je vais la faire brosser. Je vais retrouver, c'est comme on te dit, la baguette du magicien d'Oz, je vais te la confier. Tu as 1 minute pour exaucer ton vœu. On m'a transmis cette baguette, j'ai fait ce vœu et aujourd'hui, on va l'accomplir. Et ça, je suis fier de Pangatalan, mais Pangatalan, c'est quelque chose où l'humain le partage. Et on va redonner à la nature et aux communautés un espace somptueux, parce qu'il est magnifique. Et ça, c'est gratifiant de te dire, tu es le seul acteur d'un territoire où il n'y a pas l'humain et tu vas faire quelque chose. Mon petit-fils, mais je vais lui dédicacer ce territoire à Mazzeo pour lui dire, mais voilà, je fais ça quelque chose pour vous. Et voilà, c'est ce programme. Mais à côté de ça, c'est un nouveau documentaire, puisque tu sais, on a fait The Blue Quest avec Clément Portal et ouais, j'ai un trou de mémoire pour le deuxième, et il m'en excuse. On a fait un document avec nos tripes, on l'a présenté de partout dans le monde, on a fait 14 awards, 14 nominations, palme d'argent à Deauville, des documentaires à Stanford Université, 3000 personnes pour ovationner ce qu'on fait. On l'a présenté à la Maison des Océans. Donc 2026 jusqu'en 2028, on travaille sur
une thématique particulière. Le nouveau documentaire Sulu Bahai Legacy, 10 AMP et ce sanctuaire pour les nouvelles générations. Voilà, on focus en grand, sans prétention, ça va être dur, on va le faire. On a reçu 3000 élèves cette année, je veux arriver à 5000 Ok. sur la prochaine année. 2026, il me faut 5000 gamins qui viennent travailler dans nos centres. La création d'une aire marine éducative, peut-être 2. Voilà, c'est ambitieux, mais c'est bon de délirer. C'est bon Ouais. de il faut te mettre la barre plus haut. Voilà, tu as un bon cheval, tu lui dis allez, on va mettre la barre 10 centimètres plus haut, il faut que tu sautes. Allez, vas-y, il faut que tu sautes. Ben, c'est ça. Bon, ma motivation, elle en est là. C'est te dire, faire ce qu'un petit Marseillais est arrivé avec sa petite caisse à outils et se dire, ben voilà, je vais faire les choses en grand et je ferai ma soirée à l'UNESCO. Et je demande à l'UNESCO de créer un label qui n'existe pas dans toutes les reconnaissances, en disant, voilà, on a mélangé la terre et la mer. Et Antonio Dabreu, il m'écoute et c'est le directeur général monde des programmes Men in Biosphère. Il sait que je vais l'emmerder avec ça, mais je veux mon label. Je veux qu'on distingue, pas pour moi, mais c'est une nouvelle classification. L'humain est capable de consacrer la terre et la mer ensemble pour un programme de protection durable pour les nouvelles générations. Encore une innovation, encore un aspect visionnaire et un aspect emmerdeur, passe-moi l'expression, Ben ouais, ouais, vis-à-vis des personnes qui résistent à tes idées. parce que là, ça résiste grave, quoi. Ouais. C'est qui tu es pour un Français pour aller bousculer des portes à ce niveau-là. Mais je suis dit, mais moi, Antonio Dabreu, avant qu'il soit directeur de l'UNESCO, je lui ai offert l'île avec toute sa famille pour qu'il comprenne ce qu'on faisait sur le terrain. C'est, tu peux pas imaginer les personnes qui viennent ici incognito. Voilà. En fin de compte, c'est ça. Ça, il faut que je te l'avoue, c'est que tout le monde veut venir voir à quoi ressemble un incubateur. À quoi ressemble le délire des humains qui demandent rien d'autre que qu'on les écoute, qu'on leur donne une chance, qu'on ouvre une porte, qu'on entrebâille une fenêtre. Non, qu'on ouvre une fenêtre et qu'on entrebâille une porte pour que tu mettes ton pied, ton doigt dedans et qu'ils ne puissent plus la fermer. Voilà. Excellent. Ça me semble à chaque fois, euh, tu dis, faut voir grand, faut mettre la barre haute, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec toi, il y a tellement de motivation et tellement d'énergie que c'est même pas déraisonnable comme projet, c'est même pas Non, trop ambitieux. c'est J'ai l'impression que c'est tu à te taille, fixes des objectifs que tu sais que tu vas pouvoir atteindre en plus. mais il faut que je les atteigne. Mm. C'est, il faut, tu passes dans la rue, tu vois la plus belle fille du monde, tu dis, mais il faut qu'elle soit avec moi ce soir. À moi de trouver tous les arguments pour la séduire. Et ça, c'est pareil, il me le faut, ça, personne ne l'a fait. On est, on est en Asie, sur un territoire facile par rapport aux décisions politiques qu'à l'Europe. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire ici, je le reconnais. Mais dans ces cas-là, je vais tout oser. Je vais oser, je ne ferai jamais de politique, mais j'ai pas envie de diplôme, de sciences, de papier, bien que on n'a jamais tant publié de papiers scientifiques qu'aujourd'hui, grâce à tous ceux qui ont bossé chez moi, mais qui reviennent. Et c'est bon de se sentir exister avec des challenges. Surtout quand tu as 40 ans, tu as l'énergie, là. Mais 70, tu as l'énergie du désespoir. Mais non, il n'y a pas de désespoir. Et non, on va les faire tomber les barrières. Le cheval, il va sauter, je te le dis. Il va sauter. J'aimerais terminer cet échange avec toi. C'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. C'est l'aspect Mm. spiritualité. J'ai le souvenir dans notre dernière discussion que tu m'avais dit que tu étais quelqu'un d'athée. Pourtant, Ouais, j'entends quand même beaucoup de sémantiques un peu, déjà, voilà, de tradition catholique, parce que c'est l'environnement dans ouais. lequel tu as été bercé à Marseille. C'est ta langue, c'est ta culture. Euh, ou, comme tu crois en quelque chose, tu crois à tes projets, tu crois à l'instinct, ça, tu as été bouleversé, tu as fait des rencontres. euh, c'est que tu es quelqu'un de croyant. Et du coup,
Sur quoi, au-delà de ce que tu peux voir, maîtriser, et cetera, tu t'appuies pour avoir cette foi intérieure en tes actions, en tes projets, en tes relations avec des collaborateurs, des partenaires, et cetera? C'est quoi qui lie cette confiance en quelque chose que tu ne vois pas? Alors, on a la chance que sur le internet aujourd'hui, tu peux accéder à des choses qui ont été écrites, mais qui sont pas dans le standard. Aujourd'hui, on est persuadé, il y a des gens qui l'ont publié, on est persuadé que nous, humains, en tant qu'éléments, on peut communiquer avec la nature est réceptive. On sait que les arbres, euh, la criminalité, tu sais que la criminalité, il y a un Russe qu'un jour, il a prouvé que les plantes pouvaient ressentir un crime, et c'est comme ça qu'on a arrêté un mec dans les suspects, et ça a fait jurisprudence devant les tribunaux. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ton interaction, simplement en marchant, en parlant, toucher un arbre, et tu peux lui parler sans. Moi, j'ai parlé à ma forêt ici quand il y a 1200 arbres qui se sont brisés. Je, je- je touche les troncs. Voilà, ce que je crois aujourd'hui, c'est que la nature est capable de sentir ta sensibilité. Tu n'es qu'un élément de plus là-dedans. Tu peux marcher dans la nature. Les animaux vont te respecter, les animaux vont t'éviter, les cobras vont pas te mordre. Je vis avec ça tous les jours dans cette jungle. J'ai 54 varans sur l'île. On n'a jamais été mordu. J'ai jamais été mordu par des cobras, par des pitons. J'ai 4 pitons sur l'île. Il y en a un, il doit faire 7 mètres de long. Et j'ai jamais eu ces problèmes-là. Et je crois aujourd'hui que l'interconnexion, c'est ça. C'est ce. Moi, je suis comme les conquistadors. Je suis arrivé dans ce nouveau monde. Et au lieu d'aller prendre l'or des Incas, j'essaie de comprendre la civilisation des Incas. C'est pour faire ce parallèle. J'ai compris que ma pensée, ma parole, je le vois quand j'ai un arbre qui va mal, je le touche. Je ne suis pas fada, je ne suis pas un illuminé, je suis pas. J'ai réalisé, je crois en la nature, je crois qu'en fin de compte, on fait partie de quelque chose, d'un ensemble, et que cette interaction, elle existe vraiment. J'en suis convaincu. Je le vois avec les poissons. Les poissons, ils partent plus. Tu peux envoyer des ondes. Tu peux jouer avec un poisson sauvage. Je peux parler à mes animaux dans cette petite jungle que l'on a. Mes arbres, je communique avec mes arbres quand ça va pas. Oui, je crois en soi. Je reste athée. Je respecte la religion. Mais par contre, je crois que la religion de la nature, ton interconnexion avec ce monde-là, ben, on l'a oublié, mais les premiers hommes, ils ont joué avec. On est des prédateurs, oui, on tue pour manger, on ramasse, on cueille des fruits, on fait partie de ces actions-là, mais elles sont régulées. Elles sont régulées dans la prédation, elle existe. Les singes, ils mangent des bananes. Tu es un animal. Un tigre, il va attaquer une chèvre. On va tuer pour manger, mais il faut savoir la respecter. Et plus tu respectes le milieu, plus le milieu te respecte, toi. Et les effets, je suis sûr, moi, que je pèse mes mots. Je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas un fada. Mais je sais que ce qu'on a fait ici sur ce confetti, parce qu'on l'appelle le confetti, hein, c'est 120 mètres de long, c'est 400 mètres de long par 120 mètres de large. C'est tout petit, c'est même pas un stade de foot. C'est que on fait partie, on en fait partie et on est respecté. Et moi, je dois respecter cette nature. Et c'est ça, on croit, je crois. Et je crois que tu n'as plus peur de partir après. Tu Ouais. n'as plus peur de disparaître. Tu n'es jamais qu'un arbre qui grandit, qui perd ses feuilles et qui va mourir. Tu n'es jamais. Tu es dans l'éphémère. Tu ne peux pas régenter. Tu t'intègres. Et je crois en ça. Et Ouais. j'en suis, mais alors, convaincu. Ouais. Convaincu, Tu, tout tu, simplement. tu vois, j'allais te poser la question, quel sens tu donnes à ta vie? Je pense que tu viens de tout résumer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as expérimenté, tu t'es donné des moyens, tu t'es construit, et puis après derrière, tu es retourné à l'essentiel.
pour te reconnecter à ce qui, toi, te fait vibrer. J'entends, il y a de plus en plus de personnes qui témoignent dans ce sens-là, de cette connexion avec la nature. Il y a de plus en plus de preuves scientifiques qu'on a De un preuves échange scientifiques, hein. Très bien. vibratoire, énergétique, même énergique, avec les plantes. On le savait déjà avec les animaux, il y avait déjà des interactions. Mais là, avec quelque chose qui nous paraissait mort, ou en tout cas meuble, dans le sens sans vie apparente, sans interaction directe et flagrante. Merci beaucoup de ce témoignage. C'est Tu sais, je conclurai, j'ai rien inventé. Rappelle-toi, quand dans l'Amazonie, ces peuplades coupent un arbre pour en faire une pirogue, ils s'excusent à la nature d'enlever un élément. Et ça, je trouve que c'est une façon de dire: «Je suis obligé de te couper, mais excuse-moi, Mmh. je le fais pour survivre, je le fais pour ça». Et voilà, j'en dirai pas plus. Ma dernière question, Frédéric, elle porte sur les futures générations, les personnes qui ont envie de passer à l'acte, qui sont désireuses de porter des projets. Quel est le message essentiel que tu veux leur faire passer à ces personnes-là qui veulent rentrer dans le game? Faites votre travail du colibri. Même si vous pensez même si vous pensez qu'il sert à rien, il aura un impact, quoi qu'il en soit. Faites votre travail du colibri. Super. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Frédéric Tardieu, pour ta grande disponibilité, ta générosité dans le temps et puis dans les anecdotes. Ta franchise, c'est la moindre des choses qu'on peut espérer de toi quand on vient te rencontrer, pour le meilleur et pour le pire. Non, je déconne. Non, vraiment, je suis très touché de ton enthousiasme à chaque fois et de ta simplicité. Tu fais partie de ces personnes qui ont qui ont un rapport à l'autre euh, sans complexe et sans prétention. Et qu'est-ce que ça fait du bien pour en côtoyer beaucoup dans l'associatif, comme dans différents univers. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. euh, voilà, de pouvoir être entre deux hommes, entre deux personnes, et de pouvoir se poser des questions et de parler sans faux semblant. Voilà, Ah mais dans toutes tes réponses, il n'y a pas de calcul, c'est direct, ça fait un énorme bien. Et puis derrière, ben c'est encore juste un énorme plaisir de pouvoir savoir un petit peu comme ça ce qui t'anime, cette puissance que tu as, cette énergie, et d'où tu tires ton inspiration. On vient de finir avec ça. C'est pour ça que je souhaite finalement venir au contact de personnes comme ça qui ont différents parcours, parce que finalement, ça, en croisant les discours, en croisant les partages, et ben, à un moment donné, ça crée des déclencheurs chez des personnes qui sont peut-être en stand-by, qui sont peut-être en mode procrastination sur différents projets, ou qui sont peut-être dans la difficulté et qui doivent remettre leur projet à plus tard. Mais j'espère que ça va non, pouvoir aider des personnes à se reconnecter à l'océan, évidemment, à se reconnecter à la biodiversité, et puis aussi, pourquoi pas, à se reconnecter à la vie, et puis à leur élan de vie, de passer à l'action, quel que soit leur projet, du moment que ce soit positif et que ça fasse du bien. Je te laisse le mot de la mais fin, Frédéric, en te remerciant encore une fois de ta générosité et de ta participation. bah, écoute, moi, c'est un grand merci parce que ce que tu fais, j'aimerais que ce soit à plus grande échelle avec d'autres acteurs, mais à vous tous qui allez écouter ce podcast, cette émission, je ne sais pas comment tu vas le diffuser, n'oubliez jamais que quoi qu'il fasse, vous êtes acteur de votre vie, acteur de vos capacités, et vous êtes des colibris en puissance. Ne doutez jamais de ce que vous êtes capable de faire. Et allez-y si vous avez un coup de folie. La vie, ça vaut vraiment le coup de le faire. Ciao! Tu es resté jusqu'à la fin et j'espère vraiment que tu as apprécié ce que notre invité a partagé. Si tu veux découvrir d'autres secrets sur les océans et plonger encore plus profondément dans cet univers, abonne-toi. C'est le meilleur moyen de soutenir ce programme et permettre à d'autres personnes de pouvoir en profiter. Accessoirement, ça invite YouTube à faire grandir cette chaîne. Commente si tu veux partager tes ressentis et n'hésite pas à m'indiquer qui tu souhaiterais voir venir dans un prochain épisode.
Cet épisode est maintenant terminé, on se retrouve très bientôt pour plus de profondeur.